Bonjour à tous, nous sommes le mardi 26 novembre et bienvenue pour la première d'Anou l'Actu, l'émission de radio de Saint-François Notre-Dame, l'émission qui décrypte l'actualité avec Maryse qui interviendra en deuxième partie. Anou l'Actu. Et nos chroniqueurs du jour, Emma, Maxence, Dorian et Gurvan, avec moi pour ce premier débat. Dont le sujet est celui-ci. Plus de 130 féminicides en France en 2019. Comment la violence machiste a-t-elle touché la France ? Un féminicide se définit comme l'assassinat d'une femme par son conjoint ou son ex-conjoint. Notre ministre de la Justice, Nicole Belloubet, est intervenue et a déclaré que la France avait atteint le chiffre inquiétant des 130 féminicides en 2019. Et je vous rappelle, mes chers amis, que l'année n'est pas finie. Après les affaires DSK, Weinstein, MeToo, Balance ton porc, les hommes et les femmes en France sont-ils en train de se séparer jusqu'à cette violence ultime ? Qu'en pensez-vous ? Est-ce que vous pensez effectivement que cette violence machiste a délibérément touché la France ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui ? Dorian ? Alors, il faut savoir que la France est le deuxième pays le plus touché par les féminicides, juste après l'Allemagne. Et à ce jour, il n'y a pas encore d'actes concrets du gouvernement pour stopper ces actes. Contrairement, par exemple, à l'Espagne qui a mobilisé 1 milliard d'euros pour stopper les féminicides. Et c'est justement ce que les organisatrices de la trentaine de marches attendent de l'État français. Oui, tu as raison. On entend souvent parler de l'Espagne d'ailleurs comme un pays qui est très avancé sur la question depuis 2004. Et ils en sont, vous voyez, pour vous donner un ordre d'idée, à 50 féminicides par an, quand nous justement on en est à 130 arrivés au mois de novembre. Donc il y a certainement des questions à se poser, on va se les poser. Gurvan ? Justement, l'Espagne, ils ont beaucoup innové. Parce qu'en 2008, ils étaient à 76 féminicides par an. Oui. Et avec les nouveaux dispositifs qu'ils ont mis en place, ils sont passés à 47 féminicides en 2018. Et ce serait bien que la France fasse de même pour stopper cela. Oui. Alors, est-ce que vous avez entendu parler de ces mesures ? Moi, j'en ai entendu parler de quelques-unes. J'ai fait comme vous, j'ai travaillé sur la question de l'Espagne. Unité de protection des femmes, donc j'en ai entendu parler. J'ai entendu parler de tribunaux spécialisés dans les violences conjugales aussi. Des bracelets anti-rapprochement. Qu'est-ce que vous pensez aussi, vous, de ces mesures, Maxence ? Qu'est-ce que tu en penses, toi ? Il y a également d'autres moyens pour ça et l'État compte mettre en place plus d'intervenants sociaux donc dans les commissariats. Donc actuellement, on est à 271 intervenants sociaux et en 2021, ils pensent en rajouter 80 en plus, notamment les psychologues. D'accord. Et est-ce que pour vous, est-ce que ça peut marcher ? Est-ce que, selon vous, ces moyens humains et financiers qui sont mis sur la table par nos politiques, dont Marlène Schiappa, secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les hommes et les femmes, est-ce que ça va être efficace, selon vous ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Gurvan ? Je pense avant tout c'est un problème d'éducation. Et parce qu'il y a encore certaines personnes qui pensent que les femmes sont des objets, même à notre époque. Et du coup, ça mène lieu à des violences comme cela. Et du coup, je pense pas que l'innovation soit la seule solution pour régler cela. D'accord. Et justement, moi, ça m'intéresse, là, ce que tu es en train de dire, la question des origines. Moi, je veux avoir votre avis, d'où ça vient ? Pourquoi on observe cette violence qui est en augmentation dans la société, et peut-être encore plus précisément des hommes vis-à-vis des femmes ? Comment peut-être vous l'expliquez ? Est-ce que vous avez peut-être des hypothèses, des théories là-dessus, Dorian ? Selon moi, c'est un espèce de vice primitif. Pendant des siècles, l'homme dominait, l'homme travaillait pendant que la femme était à la maison. Et je pense pas qu'il y en ait de plus en plus, mais je pense qu'il y a de plus en plus de prise de parole des femmes et on voit un réel soutien entre elles sur les réseaux sociaux et les marches, les manifestations, du coup, invitent à témoigner des violences conjugales que les femmes peuvent subir, parce qu'il y en a beaucoup qui n'en parlent pas. Oui. Et c'est un des gros problèmes de la situation. Et pourquoi les femmes n'en parlent pas ?
Parce que c'est vrai, moi je me pose la question comme vous, quand on arrive à ce chiffre, ça fait quand même une femme qui meurt tous les 3 jours en France des coups de son mari. Une femme tous les 3 jours. Hein. Donc c'est pas un phénomène, je dirais, marginal. Gurvan. Je pense qu'elles ont peur des représailles en fait des conjoints. Par exemple en Espagne en 1997, il y a une femme qui est passée à la télévision Oui. et elle a présenté son histoire et de quoi elle avait souffert par son conjoint. Et 10 jours plus tard ensuite, elle a été retrouvée morte, tuée par son conjoint. Et du coup en fait, le fait de porter plainte, le conjoint le sait et du coup il cherche à se venger en fait. D'accord. Bah oui, il y a certainement, t'as certainement raison, il y a la peur derrière ça. Mais est-ce que vous pensez pas que c'est aussi un problème de société? Pas simplement un problème d'intimité comme parfois on l'entend, c'est-à-dire que ça se passe dans le cercle intime de la famille le plus souvent. Est-ce que vous pensez pas que la société et l'éducation, j'en ai entendu parler, donc voilà, en tant qu'enseignant, ça me fait plaisir d'entendre ça aussi, que peut-être l'éducation peut aider. Qu'est-ce qu'on pourrait faire vraiment pour limiter tout ça? Emma. Par exemple, pour l'éducation, dès l'enfance, les vêtements, par exemple, c'est plus rose pour les filles et bleu pour les garçons, ou les jouets même, ça différencie beaucoup les filles des garçons et ça peut garder les différenciations après, même dans la société. Ouais. Et vous pensez que ça, c'est très présent dans la société, cette différence entre filles et garçons? Parce que justement, on a tendance à dire que, sans que la France soit un pays exemplaire là-dessus, mais qu'il y a des progrès. Pour vous, ils ne sont pas suffisants alors, ces progrès-là? Gurvan? Non, on peut le voir par exemple avec les salaires. Il y a quand même beaucoup de femmes qui sont moins bien payées que les hommes pour un même travail, par exemple. Ouais, d'accord. Est-ce qu'il y a autre chose que vous voyez, vous, comme inégalité dans la société entre les hommes et les femmes? Effectivement, il y a la question du salaire. Il n'y a pas autre chose, vous, qui vous interpelle? Parce que vous voyez, en Espagne, justement, on parle de beaucoup de moyens qui ont été mis en place. La justice aussi est intervenue à plusieurs fois avec des tribunaux spécialisés. Marlène Schiappa qui est intervenue a parlé du secret médical. Alors moi, je voulais avoir votre avis là-dessus. C'est-à-dire que Marlène Schiappa a expliqué que bien souvent les médecins de famille, étaient au courant de violences subies par les femmes et que le secret médical interdisait à ces médecins d'en parler à la justice. Et Marlène Schiappa a expliqué que ça serait peut-être une mesure possible de lever en partie ce secret médical pour les médecins. Est-ce que vous pensez que ça peut être une bonne mesure, vous? Emma? Je pense que ça peut être une bonne solution, mais il faut que les femmes soient d'accord. Elles donnent leur accord pour que les médecins en parlent et qu'ils puissent les aider. Et voilà. Ouais, donc si les femmes sont d'accord, pourquoi pas? Et en imaginant d'autres solutions, on parle aussi beaucoup de formation des policiers. D'ailleurs, c'est quelque chose, bon, je donne mon avis aussi, mais qui m'agace de temps en temps. On entend beaucoup de critiques parfois sur la gendarmerie, la police, comme quoi ils ne sont peut-être pas suffisamment à l'écoute des femmes qui ont subi des violences conjugales. Bon, on remarque dans les faits que pourtant, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits. Est-ce que vous pensez que là aussi, en termes de justice, il y a quelque chose à faire vis-à-vis des hommes, cette fois, qui sont violents par rapport aux femmes? Est-ce que vous pensez qu'il faut taper plus dur, cette fois, sur les hommes? Justement, la métaphore est choisie. Sur les hommes qui font face à ce type de violence contre les femmes. Gurvan? Pour moi, il faut aller au bout de la procédure et ne pas faire des choses inégales pour les femmes, mais plutôt, au lieu de mettre des femmes dans des logements pour pas qu'elles ne se fassent frapper, mettre des hommes dans des logements plutôt. Mmh. Comme ça éviterait qu'ils se rendent chez leur conjointe et qu'ils la maltraitent. Oui, on parle aussi de bracelets anti-rapprochement, effectivement, on a pas mal entendu parler de ça. Moi, j'avais aussi une autre question à vous poser. Vous qui êtes bien plus jeune que moi, est-ce que dans votre quotidien, vous constatez justement des actes, non pas forcément jusqu'à aller à la violence machiste, mais est-ce que vous avez déjà observé dans votre quotidien des différences fortes qui sont faites entre les hommes et les femmes et qui seraient discriminantes? Est-ce que vous avez déjà constaté ça, que ce soit à l'école ou dans votre vie personnelle? Parce que si ce n'est pas le cas, c'est bien. Oui, Gurvan? En général, on va quand même dire que c'est plus les filles qui se font embêter par les gars que les gars qui embêtent les filles. Enfin, que les filles qui embêtent les gars. Oui. Ça, après, ça
Ça va dépendre du contexte. Oui. En tout cas, on espère que tout ça va s'améliorer pour les femmes de notre pays. Je rappelle, une femme qui meurt tous les 3 jours en France sous les coups de son mari. Il y a donc pas mal de travail à faire. En tout cas, je vous remercie de m'avoir donné toutes vos opinions. Merci à Emma, à Maxence, Dorian et Gurvan. Je laisse la parole à ma collègue, à Maryse, pour la deuxième partie de l'émission. Merci à tous. Bonjour à tous. Merci pour cette première partie d'émission à nous l'actu. Avant d'enchaîner sur le deuxième sujet, je vais donc laisser la parole à Loïc qui va nous faire un peu le bilan de l'action qui a été menée la semaine dernière au sein du lycée. En effet, alors bonjour à tous et oui, comme vous le savez, il y a eu une action pour limiter en fait la quantité de déchets alimentaires. Pour l'instant, on en est à la première partie, c'est-à-dire qu'on a pesé tous les déchets alimentaires jetés par les élèves et l'objectif était de se rendre compte un petit peu de cette quantité qui peut parfois être vraiment phénoménale. Donc les chiffres que j'en ai ici, c'est les chiffres bruts, c'est-à-dire que par exemple, vous avez encore les pots d'ananas ou les pots de pamplemousse qui n'ont pas été déduits du total. Et l'intérêt, c'est un petit peu que vous preniez conscience de ces chiffres et que vous y réfléchissiez par vous-même. Puis après, la commission en développement durable vous enverra un petit sondage pour recueillir vos idées afin de limiter cette quantité de déchets. Donc déjà, on va commencer par le pain. Le pain, il y a eu un total de 17 kilos de pain jeté sur la totalité de la semaine. Donc un pain, ça fait 60 grammes. Ça fait 283 pains jetés sur toute la semaine. Au niveau des crudités, ça fait 23 kilos. Donc, et c'est là où je disais que c'est brut, puisque là, il y a les pots de pamplemousse, donc il faut les déduire. Puis après, tout le détail du produit, enfin, de la quantité nette sera affiché, je ne sais pas trop comment encore. Au niveau des autres entrées, donc notamment la salade, il y a eu 14 kilos. Au niveau des viandes et poissons, il y a eu 43 kilos. 140 kilos au niveau de l'accompagnement, donc la semoule, les pommes de terre, les lentilles. Les lentilles, c'est quelque chose qui a fortement pesé en fait dans ces 140 kilos, puisque les lentilles à elles seules représentent 60 kilos. Donc ça fait quand même beaucoup. Au niveau des desserts, il y a eu 32 kilos et des fruits, 23 kilos. Donc tout ça, il y a quelque chose à déduire, notamment les épluchures de fruits ou les pots d'ananas, comme je le disais. Et il y a également quelque chose à ajouter, parce que tout ça, ce sont que la quantité de déchets alimentaires jetés par les élèves. C'est-à-dire que tous les déchets, enfin tous les restes en fait en cuisine qui ont été jetés, n'ont absolument pas été pris en compte dans ce calcul-là. Je sais que par exemple pour les lentilles, comme je vous le disais, il y avait 60 kilos de lentilles jetées par les élèves, mais en cuisine, il y a eu 37 kilos de lentilles de jetées également. Ça fait un total de 97 kilos de lentilles. Sur un total, là, actuellement, d'accompagnement de 140 kilos. Donc déjà, si on devait rajouter 37 kilos, ça ferait 177 juste en comptant les lentilles supplémentaires. Donc voilà, et tous ces petits détails et ces petits calculs à refaire vont être affichés plus tard et transmis surtout à toutes les classes par les éco-délégués. Merci Loïc. Donc je pense qu'au fur et à mesure de nos prochaines émissions, tu nous tiendras au courant de l'évolution. Donc on va étudier notre deuxième sujet en présence donc de Cassandra, Léonard, Briac et Loïc sur la précarité étudiante, comment expliquer le geste d'un étudiant, un sujet je pense qui nous préoccupe tous. Donc pour rappel, un étudiant de 22 ans s'est immolé devant le Crous de Lyon le vendredi 8 novembre, mettant en cause ses difficultés financières. Aujourd'hui, comment on peut expliquer ce geste et qu'attendons-nous par précarité étudiante ? Briac ? Tout d'abord, comment expliquer ce geste ? Il y a des études qui ont été réalisées par le CSA, mais également par l'Observatoire de la vie étudiante, qui montrent que 46% des étudiants sont obligés d'avoir un travail à côté de leurs études, et 50% d'entre eux pensent que ce travail est indispensable pour eux, pour pouvoir réussir à payer toutes les charges qu'ils doivent prendre en compte. Donc, associer études plus travail, c'est une charge de travail qui est supplémentaire et qui est énorme et qui peut pousser
de nombreuses personnes à tomber dans la dépression et à plus savoir comment ils vont faire pour s'en sortir. Mais j'entends bien ce que tu dis, Briac, mais par contre, est-ce qu'il n'y a pas d'autres solutions avant d'arriver à ce geste radical pour interpeller les pouvoirs publics ? Il pourrait y avoir des solutions, dont une qui a été mentionnée, qui serait de mettre des cellules psychologiques sur les campus, où les étudiants qui sont dans cette situation pourraient pouvoir parler à un vrai psychologue et avoir une personne à qui se confier sur ce sujet-là, et ce qui pourrait éviter à de nombreux étudiants justement d'arriver à ce geste fatal. Ok, alors aujourd'hui, 26 novembre, un certain nombre d'associations se mobilisent. Est-ce que ces associations vont réussir à alerter le gouvernement sur la nécessité d'intervenir pour aider au plus rapidement possible les jeunes à sortir de la précarité ? Léonard ? Bien, je pense que c'est très, très, très important d'être alarmé par rapport à ce sujet, mais ce n'est pas directement, selon moi, le gouvernement qu'il faut alarmer. Parce qu'il y a énormément de dépenses et puis on n'a pas les moyens de dépenser de l'argent à tout va comme ça, même si c'est en effet quelque chose de grave. Je pense que c'est surtout les écoles en particulier qui doivent agir, parce qu'on ne va pas encore débloquer 1 milliard, 2 milliards du gouvernement quand on sait que la dette publique elle atteint 98% du PIB en ce moment. Donc c'est pas des choses qu'on peut attendre de la part du gouvernement. Mais au niveau des écoles, oui, c'est clair que de toute façon, quand on voit que par exemple des écoles comme HEC ont augmenté de 73% les prix d'entrée sur ces dernières années, c'est quand même un coût qui n'est pas négligeable et qui élitise, entre guillemets, les grandes écoles. Donc forcément, il y a des difficultés financières qui apparaissent, mais donc c'est aussi à ces écoles qui augmentent leur prix de prendre en compte les effets que ça peut avoir sur les étudiants et ainsi les aider à ne pas arriver à de telles fatalités. Alors j'avais juste une autre question. Pour vous, qu'entendez-vous quand on parle de précarité aujourd'hui ? Qu'est-ce que vous mettez par derrière ? Est-ce que c'est que les études ? Est-ce qu'il y a autre chose ? On parle du problème du logement également. Briac ? Par précarité, il y a forcément le problème du logement, mais également des soins. Il y a énormément d'étudiants, 42%, qui renoncent à des soins chaque année, justement pour pouvoir économiser de l'argent et pour pouvoir réussir à payer tous leurs frais. Donc il y a également il y a des difficultés pour payer les logements, pour payer les études, mais il ne faut surtout pas oublier ces problèmes de soins qui empêchent de nombreux étudiants d'aller voir un docteur ou quoi que ce soit. Alors dernièrement, le secrétaire d'État chargé auprès du ministère de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, disait qu'il y a 15 millions disponibles cette année pour les étudiants et ils sont pas utilisés. Comment alerter donc les associations pour donner aux étudiants d'aller les rencontrer et de demander de l'aide ? Loïc ? Alors, en effet, comme vous le disiez, il y a 15 millions d'euros qui ne sont pas utilisés par les étudiants comme aide, puisque des aides, il y en a plein. Il y a par exemple l'allocation chômage ou encore l'APL. Et le problème, c'est que la précarité étudiante ne peut pas être résumée que par le prix des écoles. Parce que derrière, il y a toute la vie, en fait. Donc forcément, ça va être le logement, comme on l'a dit, ça va être les soins, ça va être l'école, ça va être l'alimentation. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas que le prix des écoles qui augmente. Parce qu'également, il y a le prix du mètre carré dans les grandes villes. Il y a, il y a énormément de choses qui augmentent, et notamment le prix des soins également est en augmentation. Et on pourrait en faire une liste, en fait, et je ne l'ai pas, la liste. Juste pour info, quand même, cette année, le gouvernement a supprimé la cotisation maladie étudiante qui se montait à 217 €. Donc, c'est quand même apporter une aide financière aux étudiants. Je vais me faire l'avocat du diable. Souvent, on entend aussi des étudiants parler de soirées étudiantes. Donc, moi, ça m'interroge. Est-ce que vous pouvez peut-être me répondre par rapport à ça, des soirées étudiantes le jeudi soir, voilà. Donc, ça me pose question.
on parle de précarité étudiante, je veux bien l'entendre, mais on parle aussi beaucoup des soirées étudiantes. Donc, Léonard. C'est sûr que c'est très sympa quand on est jeune de vouloir sortir, de vouloir rencontrer des gens et tout ça, mais à un moment, il faut faire des choix. Quand on se plaint de ne pas avoir assez de ressources financières pour son logement, pour se nourrir, des choses qui sont finalement essentielles, à côté, il faut être cohérent et ne pas aller gaspiller son argent dans des choses qui sont certes agréables, mais qui peuvent paraître futiles par rapport à ses besoins nécessaires que sont les soins, le logement, la nourriture, les choses comme ça. C'est pas cohérent de la part de certains étudiants, c'est sûr. Oui, parce que je veux bien entendre effectivement que études rime aussi avec profiter de ses amis, se poser aussi par rapport à des semaines qui peuvent être éprouvantes aussi. Aujourd'hui, il me semble qu'un étudiant sur 2 est obligé de travailler. Je suis d'accord avec toi, Léonard, il faut savoir faire la part des choses. Il y a des élèves, des étudiantes, entre autres, qui ne peuvent pas rentrer dans leur famille le week-end parce que, du coup, ils travaillent aussi pendant le week-end pour subvenir à leurs besoins. Et pourtant, ils évoquent aussi que ça peut avoir des conséquences sur leurs études, parce qu'ils font aussi un travail qui n'est pas forcément en lien avec leurs études. Donc, je pense qu'on va continuer à réfléchir à tout ça. Peut-être avez-vous d'autres choses à rajouter, Léonard ? C'est vrai, il y a 19% des étudiants en France qui considèrent, en tout cas des étudiants qui travaillent, c'est minimum à mi-temps un travail lorsqu'on est étudiant, et donc qui considèrent que ce travail nuit à faible échelle ou gravement à leurs études. Donc c'est sûr que quand on se lance dans des études qui sont élevées, quand on a des dépenses qui sont élevées, ça peut être une très bonne solution de travailler d'un côté. Il ne faut pas négliger aussi le côté des études, mais c'est sûr que c'est compliqué à gérer toutes ces, pas ces échéances, mais tous ces problèmes des études, du travail, et puis les soucis en dehors que sont le logement, la nourriture, les choses comme ça. Si on rajoute, comme tu disais, les sorties, qui sont des choses qu'on pourrait largement oublier, entre guillemets, c'est pas des choses nécessaires. C'est sûr que ça fait beaucoup de choses à gérer pour un étudiant, et la précarité, elle est aussi là dans cette accumulation finalement de problèmes à gérer au quotidien. Ok, donc je pense que suite aussi à ce qui va se passer aujourd'hui au rassemblement des différentes associations étudiantes, peut-être qu'on aura certainement d'autres réponses à cette interrogation sur la précarité étudiante. En tous les cas, je vous remercie beaucoup, et puis notre chronique à nous l'actu se termine, et on se dit donc à très vite.